BSL Sport, le podcast au cœur du sport. Respect, égalité, esprit d'équipe, émotion, passion et détermination. BSL Sport, le podcast au cœur du sport. Bonjour et bienvenue dans notre podcast BSL Sport, le podcast au cœur du sport. Nous vous présentons un podcast centré sur les femmes et le sport. Et pour le réaliser, je ne suis pas toute seule. Je suis avec mes coéquipières Marie, Myriam et Audrey. Salut les filles. Salut. Comment allez-vous? Très bien et toi? Super, je suis très contente d'être avec vous. Marie, est-ce que tu peux nous rappeler le projet et quand est-ce qu'il est né? Ce projet se nomme Les femmes et les personnes en situation de handicap dans le sport. Il a débuté il y a 3 mois et ce podcast en est le résultat. Et on va proposer plusieurs épisodes. Aujourd'hui, c'est le spécial handball et c'est parti pour le premier numéro. Écoutez BSL Sport, spécial hand sur Radio Laser. Tout d'abord, nous sommes 4 coéquipières de handball. Marie, qui est notre gardienne depuis maintenant 4 ans et qui a eu le trophée de la meilleure gardienne en 2022. Marie, comment ça va? Ça va. Oui, en effet, je fais du handball depuis 4 ans. Je suis gardienne depuis toutes ces années. J'ai voulu être à ce poste pour éviter le fait de courir. Pour vous expliquer rapidement le poste de gardienne, ce poste consiste à faire un maximum d'arrêts et de motiver les filles grâce à ma vision du jeu. Je suis un peu la capitaine en défense. On retrouve également Myriam, notre pivot. J'ai 18 ans, je fais du hand depuis 5 ans maintenant. J'ai débuté le hand en tant que pivot et en parallèle, je suis arrière gauche. Le pivot a pour but de gêner la défense et avoir de bons appuis. Effectivement, lors d'un match, Myriam a marqué un but dos au cage qui était très beau à voir. L'arrière consiste à faire le lien entre le demi-centre et les ailières et ainsi percuter pour aller vers le but. Et on retrouve également Audrey, l'aile droite. Salut Audrey. Salut. Alors, j'ai aussi 18 ans, je fais du hand depuis maintenant 4 ans. J'ai commencé en tant que ailière et je le suis encore aujourd'hui. Mais je suis également devenue arrière droite. Myriam vous a donc expliqué le poste d'arrière. Concernant l'ailier, qui est généralement positionné sur les côtés droits pour mon cas, son rôle principal est d'apporter une contribution offensive en créant des occasions de marquer des buts. Et les ailiers sont souvent rapides, ils doivent être capables de se déplacer rapidement. Puis moi, c'est Kumba, j'ai débuté en tant que pivot et maintenant je suis demi-centre. Si je pouvais expliquer le rôle du demi-centre en quelques mots, c'est un joueur qui est polyvalent, qui est stratégique et qui joue un rôle central dans la cohésion et l'efficacité de l'équipe de handball. C'est un peu le cerveau de l'équipe, c'est celui qui donne le rythme et qui annonce les combinaisons grâce à sa bonne vision du jeu. J'en fais depuis maintenant 6 ans et j'ai commencé au collège grâce à mon prof de sport que j'avais en 6e qui m'a fait découvrir ce sport à l'AS du collège. Puis j'ai essayé en club et j'ai jamais lâché. Nous en faisons toutes à Boissy-Saint-Léger au centre athlétique et l'année prochaine, nous allons monter en première division départementale. Pour nous, le handball, c'est bien plus qu'un sport. C'est devenu une passion qui nous a procuré beaucoup de plaisir, qui a renforcé notre esprit d'équipe et les liens qu'il y a entre nous et notre confiance. Et comme c'est un podcast 100% hand, on a une invitée exceptionnelle. Elle est avec nous aujourd'hui, c'est Pauline Ploton, l'invitée de BSL Sport. Bonjour Pauline. Bonjour tout le monde. Pour les auditeurs et les auditrices qui ne la connaissent peut-être pas, elle a 25 ans, elle est née à Montbrison, elle mesure 1m84 et elle est capitaine de la Stella Saint-Maur. Pauline Ploton, pouvez-vous nous parler de votre parcours? Comment vous avez commencé le handball? Alors moi j'ai commencé le handball à l'âge de 10 ans dans la ville de Montbrison, comme vous avez dit, où je suis née. Je me suis retrouvée au handball un peu par hasard parce que ma mère en a fait plus jeune et donc je me suis retrouvée inscrite au club de la ville. Et en fait ça m'a tout de suite beaucoup plu, donc j'ai continué sur les années d'après. Puis à l'âge de 12 ans j'ai déménagé en banlieue toulousaine pour raison familiale et je me suis retrouvée au club de Tournefeuille qui est donc dans la banlieue toulousaine. Dans lequel j'ai joué jusqu'à mes 17 ans, donc jusqu'à la fin du pôle espoir que j'ai fait à Toulouse. Et après, je suis partie au centre de formation de l'OGC Nice où j'ai fait 2 ans. Et après, je suis partie, donc j'ai fait le choix pour raison plutôt scolaire de partir en 2e division en banlieue bordelaise à Bègles où j'ai joué en 2e division. Et là, maintenant, ça fait 2 ans et demi que je suis joueuse donc à la Stella Saint-Maur en banlieue parisienne. Comment êtes-vous devenue handballeuse professionnelle? Je dirais que ça a été quand même un long chemin de croix. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais donc au club de Tournefeuille, on a commencé à me parler des sélections départementales, régionales. Donc, j'ai commencé à faire les intercomités, les interligues. Et derrière, je suis rentrée au pôle espoir. Et pendant le pôle espoir, j'ai fait quelques sélections en équipe de France, donc cadette au début, puis après jeune, junior. Et j'ai été ensuite approchée par un centre de formation, donc en l'occurrence celui de l'OGC Nice,
Et donc, mon chemin de professionnalisation a commencé, je dirais, au Pôle Espoir et s'est concrétisé derrière au centre de formation. Et après, j'ai signé mon premier contrat professionnel officiellement, donc au CA Begley en banlieue bordelaise. En tant que joueuse semi-professionnelle, j'étais étudiante à côté. Et là, ça fait finalement depuis que je suis à la Stella Saint-Maur que je suis vraiment joueuse professionnelle à temps plein. Et est-ce que c'est difficile d'arriver à ce niveau-là? Est-ce que vous... Oui, j'aurais tendance à dire que c'est difficile parce que ça demande beaucoup de sacrifices, notamment des sacrifices, on va dire, humains, puisque je suis partie relativement tôt de chez moi. Je suis rentrée à l'internat à 13 ans. À 17 ans, je me retrouve à partir à l'autre bout de la France toute seule. Donc, sur ce point-là, c'est des sacrifices qui sont quand même importants et qu'il faut être prêt à faire. Et après, c'est difficile parce que forcément, ça demande des aptitudes physiques. On n'est pas tous égaux face à cette charge d'entraînement importante, notamment vis-à-vis des blessures. Et après, évidemment, c'est des sacrifices parce que c'est du travail de tous les jours, c'est une hygiène de vie, c'est renoncer de temps en temps à une vie familiale, renoncer à ses vacances, à ses week-ends. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Après, je pense que on est tous capables de le faire si on y met les ingrédients nécessaires. Et est-ce qu'il y a un joueur ou une joueuse qui vous a inspiré? Disons que j'en ai eu beaucoup tout au long de ma carrière. Après, si je pourrais avoir une joueuse inspirante, ça a toujours été Estelle Nzeminko, qui est la capitaine de l'équipe de France actuellement, parce que j'ai toujours aimé son état d'esprit un peu, on va dire, elle a toujours été joueuse un peu différente de ce qu'on pouvait attendre à son poste. J'allais dire un peu faux-folle, mais dans le sens positif du terme. Et pour moi, ça a toujours été un leader sur les terrains, comme en dehors, où elle a toujours mené aussi sa vie perso, perso professionnelle extra-handball. Elle a créé son entreprise, elle propose des stages l'été, etc. Et je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir des sportifs comme ça qui inspirent les plus jeunes derrière. Quels sont les moments marquants de votre carrière? J'en ai deux qui me viennent en tête là. Rapidement, ça va être mon titre de championne d'Europe junior, donc avec l'équipe de France en 2017, l'équipe de France moins de 20 ans, où on a fait championne d'Europe donc l'été en Slovénie, pardon. Et après, je dirais que ça a été le titre de championne de France de deuxième division avec la Stella Saint-Maur, donc il y a un an, qui nous a permis d'accéder à la première division. Donc ça, ce serait vraiment les deux récompenses qui ont quand même marqué ma carrière. Chers auditeurs et auditrices, nous sommes toujours avec Pauline Peloton. Alors Pauline, parlez-nous de votre expérience avec votre sœur. Moi, l'expérience, c'est vrai que ma carrière handballistique, elle a quand même été assez liée à ma sœur jumelle. Finalement, on a fait le Pôle Espoir ensemble, on a fait le centre de formation ensemble aussi. Et c'est après ces 2 ans de centre de formation que donc nos routes se sont séparées. Elle est partie du côté de la Rennes-Stersheim en Alsace, et moi je suis partie du côté de Bordeaux. Donc là, on a fait 3 ans et demi séparés. Et derrière, je l'ai retrouvée donc il y a 2 ans et demi à la Stella Saint-Maur, et ça a été une super expérience parce que ça nous a permis de faire nos premières années ensemble en tant que joueuse professionnelle sous une équipe de haut niveau. Donc là, on était en deuxième division et on a pu partager notre première année commune en première division l'année dernière. Et c'est vrai que c'est une expérience qui est quand même forte parce qu'on a des gros liens familiaux. Et donc, ça a été vraiment un plaisir de partager ça avec elle et d'appréhender toutes ces nouvelles expériences à ses côtés. Là, pour le coup, elle s'en va du côté de Dijon. Donc, cette année, on sera plus ensemble. Mais on sait jamais, pourquoi pas se recroiser un jour sous une équipe de handball. Et comment avez-vous vécu la séparation avec votre sœur? Écoutez, plutôt bien, puisque j'ai fait le choix de partir à Bordeaux pour mes études. Et ça a permis aussi de découvrir une vie sociale en tant que Pauline Peloton et non pas toujours être associée à ma sœur. Donc, c'est vrai que ça a été une expérience qui, pour moi, a été positive, sachant qu'on a toujours trouvé du temps pour se voir et que ça n'a pas altéré nos liens. Donc, c'était quelque chose de bien, tout comme c'était quelque chose de positif de se retrouver il y a 2 ans et demi à la Stella. Quelles sont les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées et comment les avez-vous surmontées? Je dirais quand même les blessures en numéro 1. C'est vrai que j'ai eu une période, j'ai fait ma première année de centre de formation et au début de la deuxième, je me suis rompu le ligament croisé du genou. Donc ça, c'est vrai que ça a été une grosse blessure et ça a été, on va dire pour moi, le début des problèmes, parce que derrière, j'ai quand même enchaîné pas mal de blessures. Et ça, c'est vrai que ça a été quand même difficile parce que ça m'a quand même beaucoup remis en question sur ma carrière, sur éventuellement mes envies ou pas de continuer le handball, parce que c'est vrai que quand tu passes plus de temps en rééducation que sur les terrains, tu perds un petit peu de motivation. Mais comment je les ai appréhendés, j'ai toujours été animée quand même par la passion de ce sport.
Et je me suis toujours dit que je devais aller au bout de ce que je pouvais faire. C'était des ambitions personnelles, on va dire. Et donc, c'est ça qui a fait que je me suis accrochée. Et au final, ça fait un long moment que je me suis pas blessée. Je touche du bois. Je dis ça au début de saison, c'est un peu ambitieux, mais ça fait un moment que je me suis pas blessée. Donc, ça me prouve que j'ai bien fait et j'ai vécu des choses depuis toutes ces blessures fortes, donc sans regret. Comment vous faites pour rebondir dessus, enfin, avoir la motivation pour continuer, parce qu'après après ce genre de blessure, c'est compliqué de reprendre. Ouais, en plus, c'est vrai que moi, j'ai eu d'autres grosses blessures, donc ça a été compliqué. J'ai passé beaucoup d'années en rééducation. Mais je dirais que la chose qui permet de continuer, c'est la passion. Parce que clairement, si t'es pas passionné, tu abandonnes. Surtout que moi, j'ai construit ma vie professionnelle à côté. Donc, les questions d'arrêter pour ma deuxième profession se sont posées. Mais clairement, la passion du sport et comme je disais, les ambitions, en fait, finalement, c'est ça qui nous anime. J'étais persuadée que j'étais capable de revenir à un niveau, en tout cas, j'allais dire correct, mais là, qui m'a permis, en tout cas, de jouer en première division. Donc, c'est ça qui m'a animée, c'est me montrer à moi-même que j'étais capable et la passion et l'envie de découvrir ce niveau-là. En général, il y a du stress avant les matchs. Si oui, comment vous le gérez? Je dirais que le stress fait partie du sport. S'il n'y a pas de stress, c'est presque inquiétant. Ça veut dire que finalement, ça nous anime plus. Alors après, je parle de stress, mais c'est toujours une petite pression. L'idée, c'est que ce soit pas un stress qui va nous inhiber avant le match. Donc, moi, globalement, à l'année, il y a des matchs qui sont plus stressants que d'autres parce que clairement, notamment comme l'année dernière où on jouait le maintien, on avait ciblé des équipes contre qui il était évidemment crucial de prendre des points. Donc, c'est des matchs qui sont plus stressants. Après, pour essayer de gérer ça, j'ai fait un peu de préparation mentale. J'essaye aussi de m'occuper la tête la journée des matchs, aller me balader. J'avais comme habitude de retrouver des coéquipiers pour boire un café, discuter. Voilà, l'idée, c'est de se changer les idées. Et le stress, je pense moi, en tout cas, j'arrive à le gérer pendant la semaine en me disant qu'on a bien préparé le match et qu'on est prête. Donc finalement, la gestion du stress du week-end se joue aussi beaucoup sur la semaine, sur nos performances à l'entraînement, sur comment on s'est senti et finalement à l'expérience aussi de se dire que même si ça peut paraître peut-être bizarre ce que je vais dire, se dire que c'est qu'un match de handball et que l'idée c'est de prendre du plaisir et c'est en prenant plaisir que la performance elle suivra. Ok, d'accord. Et pour des joueuses comme nous, qui aimeraient devenir pro si un jour on peut, quels conseils auriez-vous à nous donner, par exemple? Conseil, je dirais que forcément, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais c'est qu'il faut beaucoup travailler. Honnêtement, on nous vend beaucoup un schéma d'accès au professionnalisme qui va être un peu comme le mien finalement, pôle espoir, centre de formation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout est toujours possible. Dans toutes les équipes, il y a des joueuses qui ont soit grandi au club, soit dans les clubs d'à côté, qui ont explosé peut-être plus tard. Donc l'idée, c'est de jamais abandonner si c'est vraiment quelque chose qui vous fait envie et qui vous anime. Continuez à travailler, jouez dans vos clubs tout en vous mettant à un niveau d'exigence aux entraînements. Et surtout, lâchez pas si c'est quelque chose qui vous plaît. Les portes restent toujours ouvertes. Les clubs cherchent toujours des bonnes joueuses de la région et tout. Donc les portes ne se fermeront jamais. Après, il faut être conscient, voilà, du travail que c'est. Et c'est sûr que c'est peut-être plus difficile de travailler aussi intensément dans des clubs peut-être de plus petit niveau. Mais sachez que rien n'est possible. Regardez maintenant en équipe de France. Atadou Sakho, elle joue en D2 encore à 23 ans à Noisy-le-Grand. Et elle a explosé beaucoup plus tard que certaines joueuses. Et au final, maintenant, elle va participer aux Jeux Olympiques. Donc, ça vous prouve que tout est possible et qu'il n'y a pas de chemin tout tracé. Ok, donc ça veut dire peu importe si on joue dans un club petit ou peu importe l'âge, quoi qu'il arrive, on peut quand même essayer de devenir professionnel. Il n'y a pas forcément un moment dans ta vie où c'est à ce moment-là que tu deviens professionnel ou c'est vraiment en fonction de son jeu? Tu as, ce que je te disais, tu as un chemin un peu plus classique, on va dire, et forcément facilitant. Quand tu es au pôle espoir ou en centre de formation, tu t'entraînes 8 fois par jour, c'est plus facile de progresser et de performer que quand tu es dans un club où tu t'entraînes 2 fois par semaine. Mais l'idée, c'est que vraiment, si tu es bonne dans ton club, tu peux toujours trouver un club et monter petit à petit. Et ça, nous, on en avait encore une l'année dernière dans notre équipe qui a fait toute sa vie à Saint-Maur et qui finalement a joué en première division. Et pour le coup, elle n'a jamais fait de centre de formation, jamais de pôle espoir. Et elle a saisi les bonnes opportunités au bon moment. Donc c'est vrai que dans une carrière, il y a quand même un facteur chance. Il faut avoir l'opportunité pour pouvoir la saisir, évidemment.
Mais moi, je suis persuadée que les opportunités, elles se provoquent et que si tu es bonne dans ton club, tu peux aussi toi-même aller démarcher si tu as envie de jouer. Là, vous êtes jeune, mais je te dis n'importe quoi, tu veux jouer en National 1, et ben tu peux très bien contacter des clubs de National 1 et leur dire voilà, j'aimerais vous rejoindre. Et après, les contacts se créent. Si tu as l'opportunité d'aller là-bas, tu performes, tu pourras peut-être trouver un club de deuxième division l'année d'après, etc. Donc évidemment, c'est pas à 30 ans que tu vas commencer à te poser ces questions-là, mais c'est possible encore à 25, à 28 ans. Pauline Plotin, dans votre quotidien, comment se passe une préparation type avant un grand rendez-vous? Moi, j'ai tendance à être une grosse dormeuse, donc souvent je fais la grasse mat. Je me lève aux alentours de 10h, 10h30. Après, j'aime bien, l'année dernière, je retrouvais ma sœur surtout. On mangeait ensemble pour papoter, changer les idées. Et l'après-midi, je retrouvais des coéquipières aussi. L'idée, c'était de se voir dans un contexte un peu plus apaisé avant le match. Et là, on se retrouvait à boire un café, discuter. Et après, j'ai aussi l'habitude de faire de la vidéo avant le match pour revoir les petits détails qui ont été abordés la semaine, s'il faut peaufiner quelques détails sur moi je suis notamment je joue beaucoup en défense, donc regarder un peu mes adversaires directs, ce qu'elles préfèrent faire, donc voilà, prendre des derniers repères avant le match. Et après donc on se retrouve à la salle 2h30 avant le match, prendre une petite collation toute l'équipe, se balader, discuter, et après à 1h du coup d'envoi, on doit être prête dans les vestiaires. Donc dans les vestiaires, je me reconcentre un peu sur les derniers détails, essayer aussi un peu de préparation mentale pour déstresser, pour être prête. Et après, à 1h avant le match, c'est parti, échauffement et début du match, 1h après. Quelles sont les qualités physiques et mentales pour exceller dans le handball? Mental, je dirais que c'est de la persévérance, parce que des coups bas, des coups durs, en tout cas, tout le monde en aura dans sa carrière, et ça se saurait si c'était facile. Donc vraiment, c'est l'histoire de rien lâcher, s'accrocher. Surtout qu'un match de handball, on a déjà vu des résultats complètement incroyables. Donc c'est pas parce que tu pars soi-disant pas favori que t'es pas capable de gagner le match. Donc il y a toujours cette idée de rien lâcher et de s'accrocher jusqu'au bout. Et après, niveau physique, j'aurais tendance à te dire, c'est avoir un physique qui te permet d'encaisser la charge d'entraînement. Donc ça, malheureusement, c'est là où tu l'as pas. Après, tu travailles aussi beaucoup pour t'entretenir. C'est de la musculation, c'est des protocoles avant les entraînements pour protéger ses genoux, ses épaules. Donc il y a quand même beaucoup de travail à faire, mais pour le coup, c'est des aptitudes physiques qui sont, je pense, malheureusement un peu innées, et tout le monde n'est pas capable de s'entraîner autant. Mais pour le coup, le handball, ce qui est bien, c'est que tout type de physique est capable de s'exprimer et de rayonner dans ce sport. Aussi bien des petites que des grandes, des plus rapides, des plus lentes. Ce qui est bien, c'est qu'on voit un peu de tout dans ce sport, donc ça permet de laisser les opportunités à tout le monde, et c'est ça que je trouve vraiment bien dans ce sport. C'était la première partie de l'interview de Pauline, et on va la retrouver un petit peu plus tard dans ce podcast. Écoutez BSL Sport spécial hand sur Radio Laser. Vous le savez, c'est un numéro 100% hand, et on avait envie de faire le portrait de deux joueuses qu'on apprécie beaucoup. D'abord, Léna Granvaux, avec toi Audrey. Le portrait. Alors, qui est Léna Granvaux? Elle a seulement 21 ans et c'est déjà une joueuse incroyable. Elle joue au poste de demi-centre au Neptune de Nantes en première division. En effet, Léna Granvaux est une joueuse incroyable à avoir joué, mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce portrait-là et pas le portrait d'une autre joueuse de hand, Audrey? C'est vraiment en équipe de France qu'elle m'a impressionnée lors du championnat du monde en 2023. En finale, c'était un match super serré avec la Norvège et Léna a inscrit les 4 derniers buts. Donc grâce à elle, la France a gagné. Je me souviens de ce match qui nous a procuré énormément d'émotions, c'était très impressionnant à voir. Et toi Audrey, et toi Myriam, que penses-tu de ce match? Oui, comme tu l'as dit, c'est une joueuse assez jeune, mais qui a réussi à ramener de l'énergie et du peps à l'équipe, ce qui les a motivés encore plus pour gagner. Et puis une autre joueuse qui joue au même poste que toi Marie, c'est Cléopâtre Darleux. Le portrait. Oui, Cléopâtre Darleux est une gardienne qui a 35 ans. Elle a débuté sa carrière au HBC Nîmes et puis elle a joué à Brest et Metz. C'est l'une des meilleures joueuses à son poste. Cléopâtre a un palmarès incroyable. En équipe de France, elle est notamment championne olympique et championne du monde et championne d'Europe. Cléopâtre Darleux, c'est une gardienne connue pour ses réflexes rapides, son agilité et son leadership sur le terrain. Elle a inspiré de nombreux jeunes athlètes par son parcours exemplaire et sa détermination. Et toi Marie, est-ce que c'est Cléopâtre Darleux qui t'a inspiré à devenir gardienne?
Oui, c'est l'une de mes joueuses préférées car je joue au même poste. Elle m'a beaucoup inspirée quand j'ai commencé le handball. Je cherchais à me perfectionner en regardant ses matchs. Ensuite, elle est devenue pour moi un exemple. C'est vrai, Cléopâtre Darleux est très impressionnante à avoir joué, notamment lors de ses énormes parades, de ses beaux arrêts. Elle est très motivante également. Et maintenant, comme prévu, la deuxième partie de l'interview de Pauline Ploton, capitaine de la Stella Saint-Maur. Elle revient avec nous sur son parcours et sur le handball féminin. L'invité de BSL Sport. Pauline, est-ce que vous réussissez à vivre aujourd'hui de votre sport? Et ben oui, actuellement, moi j'ai envie, donc c'est mon travail à temps plein. Et normalement, ce qui est sûr, c'est que toutes les joueuses de première division en vivent. Et c'est le cas de plus en plus pour les joueuses de deuxième division. Donc ça se développe et ça permet, ce qui est bien, ça permet de pouvoir se consacrer 100% à ça et donc mine de rien d'élever le niveau petit à petit de la ligue. Est-ce que, comme pour les garçons, y a-t-il des managers? Oui, il y a des managers. Nous, on a un manager général, par exemple, qui est Noura Benslama, qui est une ancienne joueuse professionnelle. Je pense pas que tous les clubs en aient, mais c'est encore une fois, c'est de plus en plus le cas. Donc c'est bien, ça permet au club de se développer et d'être vraiment bien structuré pour permettre à notre championnat d'être tiré vers le haut et de se développer en étant de plus en plus professionnel. Nous sommes toujours avec Pauline Ploton et du coup j'aimerais savoir comment se passent les transferts vers d'autres clubs. Est-ce que c'est le manager qui les gère, c'est le coach, l'équipe qui encadre? Alors moi je vais te parler en tant que joueuse et après du coup je t'expliquerai le rôle des managers et des entraîneurs. L'idée c'est que en tout cas en première division et même de plus en plus en deuxième, la plupart des joueuses sont représentées par un agent. C'est pas obligatoire mais évidemment c'est facilitant et c'est devenu le schéma le plus classique. Donc l'idée c'est de faire part à son agent de notre volonté éventuellement de trouver un autre club ou un autre projet. Donc après il va rentrer en contact avec des clubs. Donc souvent l'agent rentre en contact avec soit les entraîneurs soit les managers généraux s'il y a des managers. Et l'idée c'est de présenter les joueuses qui sont sur le marché et après les clubs selon leurs besoins vont répondre favorablement ou non à l'agent et derrière ça va permettre à la joueuse de s'orienter vers tel ou tel club. Et sinon si tu souhaites rester dans ton club, souvent les échanges ils se font c'est l'entraîneur qui va constituer son équipe et quand l'entraîneur a fait son équipe, souvent les échanges se font avec le manager général pour après parler contractuellement des tenants et aboutissants du contrat. Mais souvent c'est quand même l'entraîneur qui fait son équipe et derrière si tu as besoin de trouver un autre club ou parce qu'on n'a pas forcément les contacts, c'est passer par un agent qui lui va te représenter auprès des clubs. On a vu que vous avez fait des études en onologie. Pensez-vous à votre après-carrière? Alors oui, moi j'ai fini mes études, c'est ça, je suis œnologue. Et l'idée, oui, c'est que j'ai toujours pensé à mon après-carrière. C'est d'ailleurs pour ça que je suis partie du centre de formation de Nice. Parce que je faisais une licence de bio là-bas et je me suis rendu compte que je savais pas trop où j'allais d'un point de vue scolaire. Et comme j'avais repéré les études qui me plaisaient, donc les études d'œnologie, j'ai fait le choix de partir à Bordeaux à l'époque en 3e division, même en National 1, pour me permettre de faire les deux. Donc l'idée, ça a toujours été de construire ma carrière et mon après-carrière du mieux possible les deux en même temps, mais sans jamais délaisser l'école parce que une carrière de hand, c'est quand même éphémère et ça peut surtout s'arrêter d'une année sur l'autre. Donc j'ai toujours voulu assurer mes arrières. Et comment avez-vous suggéré en même temps votre carrière sportive et aussi vos études? J'avoue que pendant le centre de formation, ça a été un peu compliqué parce que la charge d'entraînement était très élevée et les exigences sportives aussi. Donc j'allais à l'université comme je pouvais. On me prenait les cours, on me les envoyait. Donc fallait gérer la fac et le handball en même temps, ça a été un peu compliqué. Et après, quand je suis arrivée à Bordeaux, ça a été quand même plus simple parce que je m'entraînais que les soirs avec mon club. Donc, je pouvais aller à la fac la journée et le soir aller m'entraîner. Donc après, c'est un rythme à prendre. Il faut savoir être autonome, travailler tout seul chez soi le soir parce que t'es pas allé en cours la journée, etc. Mais c'est quelque chose avec de la bonne volonté qui peut se faire. Et pour le coup, il y a des universités qui sont quand même plus facilitantes que d'autres. Celle de Bordeaux, par exemple, me payait un preneur de notes. Donc, j'avais vraiment des cours de qualité qui me permettaient de travailler après chez moi le soir. Est-ce qu'il y a des différences de traitement entre les hommes et les femmes? Si oui, lesquelles? Par exemple, le salaire? Oui, des différences de traitement, il y en a. Je peux pas dire le contraire, notamment médiatiques. Les garçons, ils arrivent à être diffusés sur Beansport. On en entend quand même beaucoup plus parler. Les filles, ça reste encore en dessous d'un point de vue médiatique. Bien que maintenant, la Fédé ait mis en place donc la chaîne qui est Handball TV qui permet d'avoir accès à tous les matchs.
Donc ça, c'est déjà une belle progression pour notre sport. Et après, d'un point de vue salarial, oui, c'est inégal. Si on regarde le salaire moyen pour une joueuse professionnelle en première division et un joueur professionnel en première division, le fossé, il est important et il est indéniable. Après, malheureusement, ça sera toujours lié, je pense, à la médiatisation. Et tant qu'on sera moins médiatisé, on n'arrivera pas à rattraper cet écart-là. Ça, malheureusement, je pense que c'est pas dans notre sport en plus. Mais oui, il est là et ça reste une voie de progression pour l'avenir. En vue de ces différences de traitement, quels changements souhaiteriez-vous voir pour améliorer la visibilité et la reconnaissance des femmes dans le sport? Déjà, j'aimerais quand même mais ça c'est très utopique, mais qu'il y ait un changement de mentalité. Parce que en tant que sportif pro, j'ai beaucoup entendu dire que nos performances, elles étaient moins impressionnantes que celles des garçons, que de toute façon, le sport féminin serait jamais aussi intéressant que le sport masculin. Et ça, c'est vrai que faudrait que les mentalités changent parce que une femme qui est capable de courir le 100 mètres en 10 secondes et demie, c'est pas moins impressionnant qu'un homme qui le court en 9 secondes et demie. Nous, le handball féminin, pour le coup, est pas moins impressionnant que le handball masculin. Il est différent, certes, mais il y a d'autres qualités que les hommes n'ont pas et inversement. Donc, ce serait surtout changer les mentalités. Après, évidemment, si le salaire changeait, ça permettrait aux joueuses de s'investir encore plus dans le handball parce que, comme je disais, moi, étant donné la difficulté de la vie d'une joueuse professionnelle, j'ai prévu mes études à côté, j'ai dû faire des choix sportifs en conséquence, ce qui n'est pas forcément le cas si on était payé beaucoup plus, ce qui nous permettrait d'assurer notre carrière quand même de manière plus sereine. Donc évidemment que ça, c'est quelque chose qui serait bien qui change. Après ça sera lié à la médiatisation. Donc ça, il faudrait que aussi on soit beaucoup plus diffusé sur les chaînes. Il suffit de regarder, d'allumer Bein Sport ou l'équipe. 80% du temps, ce sera un sport masculin qui sera diffusé. Donc ça, c'est quelque chose qu'il est fondamental de changer pour permettre au sport féminin de se développer. Nous sommes toujours avec Pauline Ploton, joueuse professionnelle de handball de la Stella Saint-Maur. Pauline, dites-moi, selon vous, quelle est la place de la femme dans le sport aujourd'hui? Pour moi, la place de la femme, en vrai, on ne devrait même pas parler de place de la femme. Pour moi, on devrait parler simplement de sport. Pourquoi une femme serait pas capable de faire du sport au même titre qu'un homme? Et pour le coup, au même titre, on voit les Jeux paralympiques et les Jeux olympiques. On devrait dire que le sport est accessible à tous, c'est ce qui en fait aussi sa beauté. Donc clairement, pour moi, la femme a complètement sa place dans le sport. Et c'est même pas le jour où on ne parlera plus de ça, c'est là où on aura tout gagné. Parce que clairement, poser cette question encore, c'est regrettable parce que ça veut dire que certains en doutent encore. Et pourtant, quand on voit les performances qui ont été réalisées par des athlètes femmes, ça devrait même plus être une question qu'on se pose aujourd'hui. Avez-vous déjà fait face à de la discrimination ou à des préjugés en tant que femme dans le sport? Si oui, comment vous les avez surmontés? Je ne ferai pas de la discrimination parce que pour le coup, moi, j'ai toujours été dans un chemin, on va dire, facilitant. Mais par contre, il y a eu j'ai souvent entendu des remarques par des spectateurs ou par plein de gens, en fait, autour du sport qui sous-entendent que les gens viennent voir le sport féminin, par exemple, beaucoup plus pour nos physiques que pour nos performances, etc. Et ça, c'est vrai que d'entendre ça, ça fait toujours un peu mal au cœur quand tu t'entraînes 10 fois semaine et on te dit qu'on vient te voir juste pour ton physique. C'est un peu horripilant, mais après, malheureusement, ça fait partie aussi des fléaux de notre société actuelle. Donc, comment y faire face? Simplement, j'ai envie de dire l'ignorer parce que moi, je sais que je travaille pour mes performances et que pour le coup, je sais que c'est ça qui fait le sport que je pratique. Donc, à part l'ignorance, et parfois, j'essaye aussi de répondre pour changer les mentalités, mais c'est vrai que c'est difficile. Donc, la plupart du temps, c'est ignorer et avancer parce qu'il y a que ça à faire. Et de nos jours, pensez-vous que la situation s'améliore? Je pense que c'est de mieux en mieux, honnêtement. Déjà, nous, on a quand même la chance d'avoir un sport qui est professionnel, ce qui n'est pas le cas de tous les sports féminins. Mais j'ai quand même l'impression que l'attrait pour le sport féminin augmente. On l'a vu pour le football féminin, par exemple, où les clubs se professionnalisent de plus en plus. Où on a eu la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde diffusée, ce qui n'avait pas été forcément le cas des Coupes du Monde précédentes. On commence à connaître les athlètes féminines. On voit les publicités. Il y a de plus en plus d'athlètes féminines qui sont mises en avant. Donc c'est quelque chose qui est positif et je trouve que ça va dans le bon sens. Et évidemment, on pourrait toujours attendre plus.
Mais il faut voir quand même l'évolution positive et se satisfaire de ça parce que je pense que les femmes, il y a 50 ans, elles auraient aimé être traitées comme on est traité maintenant. En vue de l'actualité des Jeux Olympiques qui arrivent très prochainement, est-ce que vous allez regarder un des matchs ? Oui, moi, je vais suivre les Jeux Olympiques comme j'ai toujours suivi les Jeux Olympiques déjà chez moi. Et là, j'ai la chance d'habiter Paris et d'avoir les JO à côté, donc je vais aussi aller voir des matchs de mes propres yeux dans les gymnases. Je voudrais aussi savoir, est-ce que vous avez un rêve à réaliser ou un objectif à atteindre ? Oui, en vrai, individuellement, le rêve ultime, c'est de participer à des Jeux Olympiques. Après, pour le coup, je suis consciente du chemin immense qui me reste à parcourir, mais j'ai envie de dire c'est ce qui nourrit aussi les ambitions et la volonté d'aller m'entraîner tous les jours. Donc évidemment, ça ce serait le rêve ultime. Après objectif plus réaliste, ce serait de retrouver la première division à court terme. Donc ça reste un objectif beaucoup plus réalisable. Mais écoutez, pourquoi pas un jour les Jeux Olympiques. Il faut rêver grand. Merci Pauline d'avoir répondu à toutes nos questions. Je le rappelle, vous êtes handballeuse professionnelle à la Stella Saint-Maur. Écoutez BSL Sport, spécial hand sur Radio Laser. Et maintenant, c'est l'heure du quiz. On va accueillir Glenn, l'une de nos éducatrices qui nous a concocté un petit quiz pour la fin de ce podcast. C'est le quiz avec Glenn. C'est la minute quiz avec Glenn. Alors aujourd'hui, je vais vous poser quelques questions sur le handball. Donc c'est un quiz. Donc là, Kumba et Audrey, vous serez l'équipe A. Ok. Et Marie et Myriam, vous serez l'équipe B. D'accord. Est-ce que vous êtes prêtes ? Oui. Je n'entends rien. Est-ce que vous êtes prêtes ? Oui. Alors première question. Quelle joueuse française de handball est considérée comme l'une des meilleures de tous les temps et a été élue meilleure joueuse du monde en 2009 ? A. Alison Pinault. B. Siraba Dembélé. C. Alexandre Lacrabert. D. Valérie Nicolas. Marie. D. Valérie Nicolas. Mauvaise réponse. La A. Très bonne réponse. Donc la A qui est Alison Pinault, élue meilleure joueuse du monde en 2009. Donc 1 point pour l'équipe B et 0 pour l'équipe A. Deuxième question. En quelle année le handball a été réintroduit aux Jeux Olympiques ? A. En 1936. B. 1952. C. 1972. D. 1984. Kumba. 1972. Très bonne réponse. Donc, elle a été réintroduite en 1972. Donc, 1 partout. Troisième question. Quel est le nombre de joueurs sur le terrain par équipe de handball ? Gardien inclus. A. 5 joueurs. B. 6 joueurs. C. 7 joueurs. D. 8 joueurs. Je donne la parole à l'équipe A. 7 joueurs. Très bonne réponse. Quatrième question. Quel pays a remporté le plus de titres mondiaux de handball féminin ? A. La Norvège. B. La Russie. C. La France. D. L'Allemagne. Je donne la parole à l'équipe B. D. L'Allemagne. Très bonne réponse. Effectivement, c'est l'Allemagne. Donc on est à 2 partout. Cinquième question. Quelle joueuse française de handball a été élue meilleure joueuse du monde en 2017 ? A. Alison Pinault. B. Siraba Dembélé. C. Béatrice Edwige. D. Estelle Nzé-Miko. Je donne la parole à l'équipe A. La C. Très bonne réponse. Béatrice Edwige, qui a été élue meilleure joueuse du monde en 2017. Donc 3 pour l'équipe A et 2 pour l'équipe B. Voilà, c'était notre premier épisode de notre podcast centré sur le handball. J'espère que ça vous a plu et encore merci Pauline et merci aux filles, aux éducateurs qui nous ont accompagnés tout au long de ce podcast. Retrouvez-nous sur Radio Laser et merci à bientôt. BSL Sport, le podcast au cœur du sport. Respect, Égalité. esprit d'équipe, Émotion. passion et détermination. BSL Sport, le podcast au cœur du sport.